Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Kazem Tabrizi, le cofondateur de Tenzing Conseil, cabinet de conseil labellisé Bicorp, qui a fait le choix de l'économie sociale et solidaire. Le débat de ce Smart Impact portera sur une étude réalisée par Dangean et Associés sur la perception et les attentes des jeunes diplômés en matière de finances durables. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Mouton Givré et son sac isotherme zéro plastique. Voilà pour les titres, c'est parti, 30 minutes de Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Kazem Tabrizi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le cofondateur avec Éric Delannoy, Elodie Bossan et Arnaud Régnier de Tenzing Conseil, cabinet de conseil en stratégie opérationnelle, qui a fait le choix de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi, tout simplement ? Alors pourquoi ? Parce que la volonté initiale, c'était de permettre finalement aux cabinets de conseil de casser un certain nombre de codes. Les cabinets de conseil sont un secteur plutôt élitiste, qui recrute dans les grandes écoles. L'idée était d'ouvrir en fait ce recrutement à d'autres profils, d'autres filiales. On va parler des facs, des BTS, mais ouvrir globalement le recrutement pour donner accès à des jeunes qui ont l'aptitude, le potentiel de faire ce métier, mais qui n'ont pas forcément la possibilité de le faire. Et pour ça, il fallait être dans un mode de fonctionnement économique, de gouvernance un peu différent, celui de l'économie sociale et solidaire ? Alors ça faisait partie en effet de la volonté, et puis c'est ajouté à cela un autre pilier. À côté du pilier du recrutement qui est essentiel, c'est aussi le pilier en fait du modèle économique de l'entreprise. On milite pour un capitalisme durable, et donc, mais on aura l'occasion d'en reparler, plutôt avec une volonté de redistribution d'une partie de nos bénéfices vers la société. Oui. Est-ce que, tiens, c'est une rareté dans les métiers du conseil ? Est-ce que vous êtes, je crois que c'est en 2016 que vous l'avez créé, c'est ça ? Tout à fait. J'imagine que vous étiez assez pionnier. Est-ce que vous avez été copié, oui, non ? En partie. Oui. On reste un ovni. Oui. On reste un ovni pour la simple raison, c'est que le métier du conseil, et notamment les associés, ont des salaires, on va être très transparent, qui sont plutôt des salaires où on est à l'aise. Et quand on fait ce métier prenant, etc., il y a souvent la volonté d'avoir des parts et de revendre ces parts à terme. Ouais. Nous, on a fait le choix de ne pas avoir de parts. On est détenu par une association à but non lucratif, ce qui nous a amené à redistribuer nos bénéfices. Et donc, c'est assez anodin, voire unique, pour la simple raison, c'est qu'il y a peu de gens qui vont aller jusqu'à cette étape de redistribuer en fait ces bénéfices. Et donc, vous parliez de rémunération, ça va aussi sur une logique de rémunération, plafonner des cofondateurs, des patrons ? Des associés en général. Oui. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris en fait une règle qu'on a vue dans la loi ESUS, les entreprises ESUS, qui était... il y a un plafond de 1 à 7, 1 à 5 par rapport au SMIC. On a gardé cette même logique, mais qu'on a appliquée au salaire le plus bas de notre entreprise. D'accord. Pour permettre en fait à tout le monde d'être dans le marché du conseil. Alors, les dividendes, vous l'avez dit, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Comment vous les redistribuez en fait ? Alors, je vous l'ai dit, on est détenu à 70% par une association à but non lucratif qu'on a créée, Tenzing Association. Ce qui fait que quand les dividendes remontent à la fin de l'année, ils remontent essentiellement à l'association. Cette association donc, est dotée d'une capacité d'action qui se traduit de deux manières. La première, c'est on redistribue 150 000 euros, pour donner un exemple, en 2023, à des associations suite à un appel à projet qui est fait. Donc, un appel à projet ouvert sur le thème de notre raison d'être, donc l'égalité des chances. Et donc, on permet à toutes les associations qui militent pour l'égalité des chances, notamment au sein de l'éducation nationale de la petite enfance jusqu'à post-bac, de postuler. On a eu une cinquantaine cette année d'associations qui ont postulé. Évidemment... on en passe en soutenance une douzaine. Là, on a l'ensemble des collaborateurs qui sont mis à contribution. Donc, c'est un homme, une voix, quel que soit le grade. Je vais être dans les extrêmes, mais du stagiaire à l'associé ou au président, tout le monde en fait a le même pouvoir. Choisir les associations qui vont bénéficier de ce qu'on a appelé le prix Tenzing de l'égalité des chances. D'accord. Et donc oui, tout le monde participe parce que ça fait partie même de l'ADN de l'entreprise qui consiste à dire quand on travaille, notamment dans un cabinet de conseil, on a souvent l'impression de travailler pour ses associés qui s'enrichissent. Là, on travaille pour la société. On travaille pour redonner
à toutes ces associations qui militent tous les jours et qui travaillent tous les jours pour l'égalité des chances. Je crois que depuis la création en 2016, vous avez redistribué autour d'1 million d'euros. Vous avez des exemples d'associations comme ça qui vous viennent un peu spontanément? J'en ai évidemment plusieurs. On va faire toute l'émission avec des exemples. Ouais. Il y en a plus d'une quinzaine, évidemment, que je pourrais vous citer. Il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Chemin d'avenir, qui travaille notamment avec tous les jeunes qui sont de la ruralité, qui n'ont pas forcément les codes, grosso modo, des urbains, pour être très transparent. Quand vous êtes plutôt d'une famille aisée, vous avez plus de chances de faire des grandes écoles. Quand vous êtes en ville, urbain, vous avez plus de chances de faire des grandes écoles. Donc l'idée est d'un peu de casser ces codes-là. Et ils le font très bien. Ils ont développé même un outil qu'ils mettent à disposition des enseignants pour justement permettre de familiariser leurs élèves à tout ce qu'ils pourraient faire. Ouais. Ça me fait penser au dividende sociétal qui a été lancé il y a 18 mois par le Crédit Mutuel. Alors évidemment, on n'est pas dans les mêmes dimensions, parce que vu la taille de la banque, ils redistribuent 15% de leurs résultats nets, alors soit à des associations, soit à des start-upers, etc., etc. Est-ce que vous voyez quand même poindre un mouvement dans ce sens-là? Vous voyez, sur le rôle social de l'entreprise à côté de l'État ou à côté des collectivités pour faire en sorte que notre société aille mieux? Alors, 2 éléments de réponse. Le premier, c'est... Moi, je suis très fan de ce que fait le Crédit Mutuel CIC et la Maïf d'ailleurs au même titre. Cette logique de redistribuer une partie de ses bénéfices, elle est forcément intéressante vis-à-vis de la société. 15% pour le Crédit Mutuel Arkea, je crois que c'est 10% pour la Maïf. Oui. Nous, chez Tenzing, on est à 25% de nos bénéfices et résultats nets. Donc, on cherche à avoir cet impact. Là où vous l'avez dit, forcément 25% de Tenzing Conseil versus 15% du Crédit Mutuel, c'est pas les mêmes ordres de grandeur. Bon, mais ça, c'est pas grave. C'est le principe et la volonté, quoi. Exactement. Et sur le fait qu'il y ait éventuellement un mouvement, plusieurs entreprises qui s'y mettent. Ça, on le voit depuis la loi Pacte de 2019. En fait, on a vu que beaucoup d'entreprises ont commencé à prendre de manière beaucoup plus claire des engagements sociaux, environnementaux à leur compte. Ils le traduisent de plein de façons différentes. Il n'y a pas d'ailleurs de bonne ou de mauvaise façon, mais on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et je vous avoue que ça, c'est bénéfique pour, notre futur, nos enfants et notre avenir. Et d'ailleurs, ça rejoint cette communauté Les Entreprises s'engagent, dont Bismart est partenaire. Vous êtes membre et mécène de la communauté Les Entreprises s'engagent. Elle vous apporte quoi? Alors déjà, des rencontres, du partage, le fait de côtoyer d'autres dirigeants qui ont d'autres contraintes, problématiques, défis. On se retrouve en fait autour, on discute, et c'est grâce à ces échanges et ce partage que ça va nous permettre de faire avancer les entreprises qui sont peut-être un peu plus loin du ballon, et même d'apprendre de celles qui ont une longueur d'avance. Ce partage est essentiel parce que le succès finalement de l'engagement des entreprises, du succès de l'impact que l'on va avoir sur l'environnement et la société au sens large, viendra de notre capacité à faire corps. Qu'est-ce que vous apportez à la communauté en tant que cabinet de conseil un peu atypique? Alors, tout le volet mécène, vous l'avez dit, et au-delà de ça, on a un modèle de recrutement qui est très particulier. Nous, on est tout à fait ouverts à partager ce modèle de recrutement. On a développé un outil en interne qui permet de le faire. On a travaillé sur tout un process de recrutement bien spécifique. Et notre objectif maintenant est de permettre aux entreprises qui le souhaitent d'ouvrir le recrutement, de permettre de la mobilité interne aussi, pour donner la chance à tous les potentiels qu'ils ont. On peut prendre des exemples. Qu'est-ce qu'il a de... Alors, vous l'avez un peu évoqué, le fait de ne pas se contenter, et c'est pas péjoratif ce que je dis, mais de la filière des grandes écoles quand on est cabinet de conseil. Ça passe par... C'est quoi? Il faut être proactif, il faut mettre des petites annonces à des endroits où les gens se disent c'est pas pour nous le cabinet de conseil. Comment vous fonctionnez? Alors, le sourcing est en effet un vrai sujet. Déjà, c'est être là où on ne nous attend pas. Pour vous donner des exemples, quand on va dans des grandes écoles, il y a des forums qui sont organisés et donc tout ça est bien orchestré. Quand on va à l'université, c'est déjà moins présent. On trouve un petit bout de table, une chaise, des fois on est dans les couloirs. Donc déjà, parler de notre métier, dire ce que l'on fait au quotidien, c'est nouveau. Est-ce qu'il y a un a priori négatif parfois? Il y a eu des scandales de cabinets de conseil récents, soulevés notamment par les commissions d'enquête parlementaires. Donc vous êtes assimilé à certains cabinets de conseil qui n'ont évidemment pas les mêmes principes et valeurs que vous. Vous entendez cette petite musique parfois? De la part de certains clients, on peut le voir. Oui, les cabinets de conseil ont cette image et malheureusement... je dirais, on peut être jeté dans la même catégorie que tous les cabinets. Mais au-delà de ça, par rapport aux jeunes qu'on rencontre, non. Non, parce que... En fait, ils sont tellement loin de ces sujets-là que déjà le conseil, c'est nouveau. Quand on leur parle du conseil, quand on leur parle de notre quotidien, c'est une découverte, en fait, je dirais quasiment, on part de zéro.
Ça veut dire, vous avez combien de salariés ? 60. 60. Il y a vraiment un équilibre entre ceux qui viennent de grandes écoles et ceux qui viennent d'autres environnements ? Alors, on est société à mission, et parmi nos engagements, on a en effet un engagement très clair sur le sujet, et on a 45% des jeunes qui sont issus en effet de ces parcours qu'on va qualifier, je dirais, d'atypiques par rapport au secteur du conseil. Donc, on a un objectif, on le suit régulièrement, et il est important de mixer. C'est-à-dire que, évidemment, on n'a rien contre les grandes écoles, hein, bien au contraire, c'est plutôt de dire comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'ils s'apportent l'un l'autre. On a besoin, quand on est un jeune qui arrive d'une filière, on pourra peut-être en parler, mais quand on fait histoire géo, etc., et qu'on arrive dans le monde de l'entreprise, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'avoir les codes. Et d'avoir en effet des profils qui se complètent permet d'avoir le compagnonnage. Dernier mot, est-ce qu'il reste plus longtemps ? Parce que vous le disiez tout ça, souvent, dans le parcours, on rentre dans un cabinet de conseil, c'est un peu la dernière brique de la formation et on s'en va. Alors, j'ai envie de dire oui et non. Oui. Quand quelqu'un est déjà passé par un cabinet de conseil, il reste plus longtemps. Parce que la manière dont on fonctionne et notre modèle social, évidemment, parle aux gens qui viennent, aux gens qui ont vécu d'autres cabinets de conseil. Pour les jeunes que l'on recrute, ils ont, après quelques années, une envie aussi de se confronter à d'autres cabinets ou chez des clients. Parce que ça fait partie aussi de notre modèle que de permettre à ces jeunes de choisir demain leur métier, aussi bien chez les clients, voire même dans d'autres cabinets. Donc, ça fait partie de notre modèle d'essaimage que de permettre justement de leur donner tous les moyens, toutes leurs chances. Merci beaucoup Kazem Tabrizi et bon vent à Tenzing Conseil. On passe à notre débat autour de... on va rester sur le ressenti des étudiants autour de la finance durable. Le débat de Smart Impact avec Thierry Dangean. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes le président fondateur de Dangean et Associés. J'accueille également Perrine Lichou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante en finance durable chez EcoAct et chargée de projet au sein de l'association Reboot. Dangean et Associés, cabinet d'expertise comptable, audit, conseil. Vous avez publié, je crois que c'était en avril dernier, une étude sur les perceptions et les attentes des étudiants et des jeunes diplômés en matière de finance durable. Question très générale pour démarrer. Pourquoi cette démarche ? Pourquoi une telle étude ? C'est important pour nous, chez Dangean Associés, de répondre à ces valeurs de RSE. Moi-même, à titre personnel, je suis très engagé en matière de durabilité et je souhaite que le cabinet que j'ai fondé il y a 30 ans perpétue cette notion d'engagement et je transmets à toutes mes équipes cet engagement, ces notions de RSE. Et comme on a des partenariats, notamment avec l'Université Dauphine, on a souhaité intégrer dans cette démarche, et notamment dans le cadre de notre recrutement, tous les étudiants pour étudier un peu leur savoir-faire et leur sensibilité à l'impact, à la durabilité. Ce qu'ils savent, ce qu'ils croient savoir, ce qu'ils attendent en matière de RSE, il y a un peu tout ça. C'est ça, oui, parce que souvent, c'est assez nébuleux. Alors même si 100% des étudiants aujourd'hui, c'est quand même une bonne chose, ont des notions de RSE, on s'aperçoit qu'en fonction du degré d'études, les perceptions peuvent être un petit peu différentes. On va rentrer dans le détail évidemment de cette étude. Perrine Lichou, avant de réagir, vous nous direz ce que vous en pensez. Parlez-nous de Reboot, c'est quoi cette association ? Reboot, c'est une association qui a été créée il y a 2 ans. Et à la genèse de ce projet, il y avait 4 étudiants qui s'interrogeaient un peu sur leurs études en finance. Ils pensaient et ils trouvent qu'il n'y avait pas assez d'enjeux environnementaux et sociaux qui étaient inclus dans leur cursus. Et donc, ça a été corroboré d'ailleurs par Climat-Sub Finance. Je ne sais pas si vous avez vu cette étude. Seulement 5% des études en finance, des cursus, intègrent ces enjeux. Et selon la même étude, il y a plus de 3/4 des étudiants qui aimeraient que ces enjeux soient inclus dans leur cursus en finance. Donc ils se sont dit, on crée une structure qui va proposer ça, c'est ça, d'une certaine façon ? Tout à fait, on crée notre propre formation. Et on a créé du coup le Bootcamp, donc c'est notre programme phare. On est à la 5e édition. Là, on vient de terminer ce semestre l'édition 5. Et c'est quoi le Bootcamp ? Le Bootcamp, ce sont des masterclass, donc on en a 8. C'est destiné à des jeunes professionnels et des étudiants en finance classiques.
Et on propose à des professionnels de la finance durable d'intervenir. On a eu la chance d'avoir Lucie Pinson de Reclaim Finance, Philippe Zawati de Mirova, que vous connaissez déjà peut-être. Bien sûr. Et donc, à travers ce programme, on permet d'avoir à ces étudiants des outils pratiques et techniques pour s'inscrire dans la finance durable et travailler dans ce secteur. Ouais, alors, vous nous en direz plus dans un instant. Le titre de votre étude cette année, Thierry Dangean, c'est RSE et Finance, je t'aime moi non plus. C'est ce qui ressort un peu une espèce d'amour-haine. C'est ça. Alors, le côté haine, on va commencer par ce qui est le plus désagréable et un petit peu décevant. On s'aperçoit que finalement, il y a 50% quand même des étudiants et des jeunes diplômés qui sont pas obligatoirement impactés et qui seraient prêts encore aujourd'hui, et c'était déjà le cas il y a 3 ans, 2020, qui seraient prêts encore à travailler pour des entreprises qui n'aient pas spécialement d'impact, qui ne soient pas vraiment engagées dans des entreprises, dans des démarches RSE. On en a quand même 25% qui n'iraient jamais dans une entreprise qui ne soit pas à mission ou qui ne soit pas forte en impact. Mais oui, il y a encore 50% des étudiants et des jeunes qui restent un petit peu en deçà de ces valeurs et pas spécialement concernés encore aujourd'hui, même s'ils considèrent, et vous l'avez vu dans l'étude, et à plus de 80%, qu'aujourd'hui, la première institution qui peut avoir un impact sur l'environnement, c'est l'entreprise et devant l'État, devant l'institution État. Donc, il y a des choses qui sont très attirantes, très attractives, qui sont très positives. Et puis, il y a encore un petit peu de retard. Mais je crois que Perrine, quand elle dit que les études ne sont pas encore assez poussées et les filières ne sont pas encore assez poussées en matière de RSE, c'est vrai. Si je me rapproche de l'expertise comptable, qui est notre cœur de métier, il y a très très peu de cours encore aujourd'hui qui sont consacrés à ces études-là, et c'est dommage, d'autant plus que notre activité demain, on va être obligé d'auditer des indicateurs extra-financiers. On va être obligé. C'est même presque toutes les normes comptables qu'il va falloir d'une certaine façon réinventer. Qui sont un peu révolutionnés. Donc on va aider nos clients grands comptes à bâtir ces indicateurs et ces CRD, et clairement on a besoin de jeunes, non seulement qui soient concernés, mais ça on y arrive, mais qui soient formés et bien formés à ces sujets. Parmi les jeunes qui viennent dans ces bootcamps, il y en a beaucoup qui avaient quasiment zéro connaissance en matière de finances durables ou de RSE, si on généralise. La plupart ont quand même une connaissance, mais qui n'est pas assez approfondie. C'est-à-dire ils ont eu une formation, mais parfois un peu courte, c'est ça? Tout à fait. Parfois, c'est plutôt par leur curiosité qu'ils sont allés chercher des savoirs, des études pour s'alimenter, puisque leur formation ne leur permettait pas et n'était pas directement fournisseurs de ces données-là, de ces expertises-là. Et donc, c'est aussi comme ça qu'ils viennent nous chercher. Ce sont des étudiants qui ont envie d'approfondir ces sujets, et c'est comme ça qu'ils trouvent aussi le bootcamp. Vous aviez été formé en matière de RSE, oui? Tout à fait. J'ai fait un master à Dauphine, qui a un parcours donc, dirigé par Hervé Alexandre, et qui dispose du coup de cours de finance durable, d'impact investing, mais il est assez... on va dire inédit, dans ce cadre. Tiens, petite question, vous n'avez peut-être pas fait de sondage, mais parmi tous les étudiants que vous avez côtoyés dans ces années à Dauphine, il y en avait beaucoup qui, justement, pour reprendre un peu ce que nous disait Thierry Dangean, qui disaient, non, attendez, moi, c'est pas un critère de choix d'entreprise, la RSE, ou l'engagement, ou l'impact positif. Je pense qu'on peut très bien être dans une entreprise qui n'a pas forcément une politique RSE, mais on aura peut-être envie d'aller dans cette entreprise justement pour changer les choses. Pour la faire changer de l'intérieur. Pour la faire changer de l'intérieur. Okay. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont cette conviction. Et il y a aussi d'autres personnes qui peut-être ne sont pas forcément sensibles, mais qui vont devoir, par le marché, et c'est ce que vous exprimiez, avoir ces compétences et du coup, malgré eux, aller vers ce genre de pratique. Donc ça ira avec eux ou malgré eux, mais ça ira. Oui. Meilleure connaissance de la loi Pacte et des sociétés à mission, c'est une autre leçon de l'étude. Si on compare entre 2000, je crois qu'il y en avait une en 2020, c'est ça? Oui. Et celle-ci, ça a beaucoup évolué? Oui, parce que malgré tout, les formations académiques évoluent, et heureusement, j'ai envie de dire qu'il était temps. Oui, même s'il n'y a que 1300 ou peut-être 1400 aujourd'hui entreprises à mission. Je crois que c'est 1600 et quelques. 1600. Je le sais parce que j'ai fait une émission il y a
il y a quelques jours. Donc c'est quand même un nombre très réduit, hein, c'est incroyable. Hein. Il y a quand même 3 millions d'entreprises en France, il y a 1600 entreprises à mission, c'est incroyable. Dans le milieu de l'expertise comptable, il doit y avoir 3 entreprises à mission, ce qui est rien sur 14 000 entreprises. Donc vous voyez que c'est très peu. Mais effectivement, et vous avez raison de le souligner, les étudiants réagissent à la notion d'entreprise à mission. Au-delà de ça, quand on fait du recrutement chez Dangean Associés, et c'est très ancré chez nous, comme vous l'avez compris, ces notions de RSE, on les interroge sur leur connaissance en matière de RSE, même s'ils vont faire peut-être pas que du RSE, mais de l'expertise comptable. Et quand on leur pose la question sur est-ce que vous connaissez une entreprise à mission ? Est-ce que dans toutes les entreprises dont vous avez entendu parler, ben souvent, ils sont encore incapables de nous fournir le nom d'une entreprise à mission, ou même, quelquefois, quand on leur dit quelle est au cours de la dernière année, qu'est-ce que vous avez fait comme action durable ? Est-ce que vous pouvez imaginer, réfléchissez, prenez votre temps, dites-nous en quoi vous avez fait quelque chose pour la planète, au sens large, sur cette dernière année. Et souvent, on est un peu déçus, même si depuis 2020, on sent quand même des jeunes qui sont beaucoup plus engagés. Et je vais laisser la parole à Perrine, mais dernièrement, je faisais passer des entretiens à Dauphine, justement, pour des admissions en master. Et j'étais surpris de voir que beaucoup de jeunes étaient engagés quand même dans des actions, et notamment en mécénat de compétences. Il y avait 4 étudiants sur 5 qui, dans leur CV, revendiquaient des actions en termes de mécénat de compétences. Et j'ai trouvé ça top. Ouais, donner du sens à la fois à sa formation et ensuite à l'entreprise, enfin à ses choix professionnels. La RSE, est-ce que c'est encore perçu par certains des étudiants qui viennent au bootcamp comme un outil de communication? Parce que c'est un peu comme ça qu'on parlait de RSE il y a encore quelques années. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Je dirais que le terme RSE est un peu dévoyé, et qu'aujourd'hui, quand on recherche de l'impact dans son travail, en fait, on veut que la raison d'être, on veut que le cœur de l'activité de l'entreprise soit comprise dans les limites planétaires et dans les planchers sociaux, et qu'elle contribue réellement à améliorer notre société. Et la RSE, parfois on cite la RSE à la papa, qui est un peu justement dévoyée, n'est pas suffisante, ou en tout cas quand on recherche des étudiants, des jeunes professionnels engagés, c'est pas comme ça qu'on va les convaincre de venir dans l'entreprise. C'est réellement par le business model, par la vision aussi des fondateurs, fondatrices de l'entreprise, et c'est comme ça qu'on arrive à engager. Mais ça, je trouve ça très intéressant, Thierry Dangean, c'est-à-dire que le degré d'exigence, il est plus important, quoi. Oui, Perrine a raison, et je rebondis sur ce qu'elle dit, dans le sens où quelquefois on est bousculé. Même moi, j'ai 60 ans, j'ai 30 ans de recrutement de jeunes. De temps en temps, je suis bousculé effectivement par des garçons ou des filles qui je ne veux pas me dire brutalisent, mais qui me font remettre en question sur certains sujets. Je peux prendre un exemple assez récent, enfin qui a une petite année. On n'avait pas jusqu'à présent, dans le calcul dans les propositions de services qu'on faisait à nos clients, on n'avait pas de calcul d'impact carbone que la mission que la mission qu'on signait avec un grand compte allait générer. Et c'est un jeune, il y a une petite année, qui a dit « Mais je ne comprends pas, vous êtes RSE, vous êtes engagé, etc. Quel est votre impact si vous faites cette mission dans cette grande banque française? Quel va être l'impact de cette mission au niveau de l'environnement ?» Et ça, c'est un jeune, un recrutement qui nous a un petit peu bousculé sur le sujet, et qui nous a fait prendre conscience, et qui nous aide à avancer, parce que la RSE, c'est l'œuvre de tout le monde, c'est les échanges avec tout le monde, c'est ça qui nous permet d'avancer tous. Hein. Je veux dire, on découvre plein de sujets tous les jours, et plein de connaissances, plein de parties prenantes, et c'est cet écosystème dans lequel on baigne qui fait avancer tout le monde. L'expertise comptable, on est très loin de la RSE. Au départ, à la base. Oui, mais maintenant vous y êtes au cœur. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. À bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Et la bonne idée du jour, elle est signée Cynthia Bord. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la cofondatrice, présidente de Mouton Givré. Vous l'avez créé en 2019 avec Élodie Madebos. C'était quoi l'idée de départ ? L'idée de départ, déjà, c'était de revaloriser notre laine locale, puisqu'aujourd'hui, la laine, on sait qu'elle est considérée comme un déchet par les éleveurs, et elle n'est plus du tout bien payée. Donc nous, c'est de la valoriser, parce que dans le Lot, on a beaucoup de moutons et on ne sait plus quoi en faire. Donc il fallait retrouver
cette ressource est tellement inépuisable qu'il fallait en faire quelque chose. Et nous, en fait, on en a fait un sac isotherme, 0 plastique. Voilà, on a vraiment spolié l'aluminium, spolié le plastique et on en a fait vraiment un sac éco-responsable. Et alors comment, parce que c'est bien d'avoir l'idée de départ et ensuite il faut trouver les partenaires, faut trouver peut-être il y a un petit défi technique, je ne sais pas, comment on crée des sacs isothermes sans plastique. C'est ça, il y a un défi technique parce qu'il faut faire des tests, clairement, pour voir si le maintien est bon. Donc aujourd'hui on sait que le maintien est bon puisqu'il maintient aussi bien qu'un sac isotherme classique. Donc on fait ces tests, on monte un produit, on met des sondes, au début on fait ça dans notre cuisine, puis après on le fait valider par un laboratoire, et puis après on dessine des modèles, on commence par un financement participatif, on regarde si ça match, ça a super bien matché, puisqu'on a fait Ulule en 2019, et après on continue, on développe d'autres produits. Et donc là on a par exemple un sac, alors il est fait de quoi? Alors à l'intérieur vous avez de la laine. Voilà, ici, ça c'est la laine qui permet de faire l'isolation. Et sur l'extérieur, vous avez le lin et le chanvre. Voilà, donc on l'a associé avec les 2 autres matières qui sont les plus éco-responsables qui existent. Ce sont des plantes qui demandent peu d'eau. Peu d'eau, qui demandent peu d'engrais, pas de pesticides aussi. Donc c'est le plus éco-responsable et surtout c'est local. On peut l'avoir sur l'Europe. Le lin, c'est sur la France, le chanvre vient de Roumanie, et puis la laine vient du Lot. Donc, on a vraiment tout à proximité. Et le chanvre, on en a produit beaucoup en France il y a des décennies, et on devrait être capable de recommencer. On peut revenir. Vous êtes implanté près de Figeac, dans le Lot, on l'a compris, dans une pépinière d'entreprise. Ça veut dire quoi? Vous vous appuyez sur des expertises des partenaires locaux. Il y avait aussi cette dimension dans le projet? Oui, alors nous, en pépinière d'entreprise, c'est surtout pour être... entouré de tout ce qui est notre Comcom, donc voilà, notre communauté des communes, qui nous accompagne sur notre business, qui regarde un petit peu. Et puis après, on s'appuie sur nos éleveurs lotois, puisqu'on va chez les éleveurs au moment de la tonte récolter la laine. On la trie à ce moment-là. Là, on vient de finir notre saison de cette année et après, on la paye surtout à un juste prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix, c'est 5 centimes du kilo à l'éleveur. Nous, on la paye 1 euro du kilo. Donc c'est 20 fois le prix parce qu'aujourd'hui, 5 centimes, ça ne couvre plus du tout les frais de tonte. C'est un déchet et c'est une charge pour l'éleveur. Qu'est-ce qu'elle devient cette laine si vous la récupérez pas? Elle est détruite? Elle est ou brûlée, ou enterrée, ou récoltée, mais ça leur couvre rien du tout, quoi. Il y a des endroits c'est pas du tout récolté, il y a des endroits c'est encore récolté, ou sinon c'est brûlé ou enterré. Comment vous avez eu l'idée? Parce que c'était un produit isolant dans le temps et on l'a oublié. C'est quoi le principe? C'est ça. C'est un très bon produit isolant. On s'en servait pour les yourtes, tout simplement. C'est ça, c'est un feutre de laine qui est dessus, qui permet de faire l'isolation. C'est imperméable en plus. Donc voilà, et en fait, c'est ça qui fait qu'on se rappelle de nos cours de couture que c'était un très bon isolant. Et on se dit, allez, on essaye, on verra bien si ça marche ou si ça marche pas. Alors, vous en êtes où? Vous l'avez écrit donc, il y a 5 ans maintenant, donc l'entreprise, elle est bien posée. Vous êtes encore à un stade un peu artisanal, pré-industriel, vous en êtes où? Alors, en pré-industrie, on va dire qu'on est un semi-artisanal chez nous. Oui. C'est-à-dire que chez nous, tout le monde fera tout le temps le sac de A à Z. Elles prennent le temps de pièces, elles le font de A à Z. Parce que c'est pour le côté aussi du bien-être au travail, de ne pas faire toujours les mêmes gestes, voilà, et d'avoir la gratification de faire le produit jusqu'au bout. Mais par contre, aujourd'hui, on s'est associé avec y a les surgelés Thirier qui sont rentrés au capital chez nous et surtout qui nous ont fait une très grosse commande et on est distribué chez Maison Thirier depuis décembre. Donc ça nous a fait un gros envolé. On est 6 dans la boîte, donc c'est pas énorme non plus, mais en tout cas, on est dans le but d'aller plus loin. Merci beaucoup Cynthia Bord et bon vent à vos moutons givrés. Quel bon titre, quel bon nom d'entreprise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. On est un peu givrés ici aussi. Salut.